L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique sur Radio Sensation. Jusqu'à l'été, nous recevons tous les maires élus ou réélus lors des élections municipales de mars dernier. Et ce soir, mon invité est le maire de la Verrière, vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Nicolas Dainville. L'hebdo politique. Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été réélu maire de la Verrière dès le premier tour avec 58,47% des voix exactement. Un mot quand même sur cette victoire ? Écoutez, impossible n'est pas verriérois. On est passé de 58 voix d'écart en triangulaire en 2020 à une victoire dès le premier tour à 58%. Et ça dans avait une été plus ville juste, en 2020, comme la Verrière, c'est un petit exploit. Donc une vraie fierté que le travail paye, que le travail soit reconnu et qu'il y ait une grande lucidité de nos concitoyens qui savent que tout n'est pas parfait, qu'il y a plein de problèmes, et Dieu sait si on en a à affronter, mais la Verrière avance et il faut que la Verrière continue sa belle dynamique. Il n'y aurait rien eu de pire que de casser cette dynamique et de revenir en arrière. Comment s'est passé le vote ? Vous avez eu l'impression qu'il y a eu des gens qui sont venus voter et la campagne en général ? Après, on parlera de vos projets, mais pour revenir sur cette période-là. Écoutez, ça a été une vraie fierté de mener une campagne positive, honnête, dynamique. On a fait énormément de porte-à-porte, on a été à la rencontre de nos concitoyens comme on avait cessé de le faire tout au long des 6 dernières années, comme on va continuer à le faire encore sur ce mandat. On a dit les choses, on a présenté en vérité nos projets et je pense que c'est ce qui a plu. Les gens ont refusé la polémique, les gens ont bien compris qu'être maire ça ne s'improvise pas, que c'est un mandat difficile, c'est le plus beau mandat du monde, mais c'est vraiment pas évident parce qu'il y a des difficultés financières, il y a des difficultés en termes de sécurité, qu'on a une société qui est complexe et je pense que nos concitoyens ont choisi l'expérience avec une équipe renouvelée avec du sang neuf et c'est cette complémentarité qui est très précieuse. Un mot sur cette équipe puisque vous en parlez, elle s'est mise au travail, comment vous la drivez, notamment les nouveaux, comment vous les avez jetés dans le grand bain j'imagine ? Eh ben, on a la chance d'avoir des nouveaux extraordinaires qui sont motivés, qui ont énormément d'envie. Chaque élu de la majorité est une délégation, ce qui est assez rare en France, mais ça leur confie une vraie mission sur le jumelage pour l'un, sur le bien-être animal pour l'autre. Pas seulement les adjoints, hein, c'est ça, vous voulez dire ? Exactement, on a 8 adjoints et on a l'ensemble des élus de la majorité qui a une délégation sur une thématique particulière, ce qui permet vraiment de leur confier une vraie responsabilité. On a constitué des groupes de travail sous l'égide des adjoints. On a un séminaire qui arrive. Les choses mettent un petit peu de temps à se mettre en place. C'est bien normal. Il faut un temps d'appropriation, d'adaptation. Mais les dossiers avancent et on a hâte de les concrétiser là, dans les mois qui viennent. Alors justement, allez, les projets. Vous aviez dit que parmi vos priorités pour ce nouveau mandat, vous avez noté la jeunesse. Et notamment la reconstruction du groupe scolaire qui a été détruit lors des émeutes de 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi va ressembler ce nouveau complexe et si vous avez déjà une prévision de calendrier d'ouverture ? Oui, alors à quoi il va ressembler ? À une école d'excellence. Je dis souvent qu'il faut du beau, on est entouré de laid, de moche, et c'est ça qui rend, je trouve, nos concitoyens, et moi le premier, déprimés face parfois à des villes qui se transforment négativement. Nous, on a choisi le beau, l'esthétique, l'excellence architecturale. Je dis souvent que Versailles a son lycée Hoche, que Paris a son lycée Henri IV. Et bien nous aussi, on voulait vraiment le meilleur en termes architectural, mais aussi le meilleur en termes environnemental, puisque l'établissement a un certain nombre de procédés qui sont respectueux des règles environnementales les plus rigoureuses, les plus innovantes, avec de la terre crue pour un confort optimisé. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Et puis, il y aura un projet pédagogique qui sera d'excellence pour vraiment donner le meilleur à nos enfants au Bois de l'Étang et au village, puisqu'une partie des enfants du village sont affectés dans cette école. Ils ont le droit à ce qu'il y a de mieux. Pourquoi la Verrière, plutôt qu'une autre ville, en serait privée ? Ils ont été privés de l'excellence pendant longtemps à cause de ces émeutes, à cause de ces écoles brûlées. Eh bien, il faut qu'on leur rende ce à quoi ils ont droit. Et en termes de délai, on fait le maximum. Toutes les équipes sont sur le pont. OBM, qui est une entreprise qui a la charge de la construction, fait son maximum. On espère
À la rentrée, ça semble compliqué. Ouais. Ça sera vraisemblablement plutôt au mois de novembre. Quoi qu'il arrive, les enfants bénéficieront toujours des navettes, d'un accueil à l'ERPD, l'école régionale de premier degré, en attendant d'arriver au plus vite dans cette magnifique école qu'on attend tous avec grande impatience. L'excellence, ça veut dire aussi le niveau demandé qui devra être bon et qui malheureusement ne sera pas accessible à tous. Oui, on a en fait des vrais talents. À la Verrière, on a eu souvent l'image d'une ville populaire au sens un peu de dégradé. Et moi, j'ai à cœur de changer cette image. On a des talents dans le sport, on a dans l'art, on a aussi des talents dans la médecine, dans l'entrepreneuriat, dans l'artisanat. Et tous ces modèles, il faut qu'ils donnent envie à notre jeunesse de se dépasser, de donner le meilleur d'elle-même, de trouver sa voie, d'être utile à la société. Ça va être le but de l'éducation, de transmettre un savoir et puis d'épanouir nos enfants avec le scolaire et le périscolaire, puisque dans l'établissement, il y aura également un centre d'accueil pour le périscolaire, un centre aéré, donc pour vraiment que nos enfants puissent vivre une très belle jeunesse. Vous parlez aussi, pour continuer sur la jeunesse, de la création d'un lieu d'échange dédié aux plus de 18 ans dans les quartiers. Est-ce que c'est une des façons de justement mettre à mal toutes ces périodes de confrontation et de violence qui ont eu lieu ? Oui, on a subi récemment encore des rixes, non pas seulement entre quartiers, mais entre différentes villes de l'agglomération. C'est extrêmement inquiétant. On a une jeunesse, une partie d'entre elles, qui semble incontrôlable, avec des parents qui semblent vraiment dépassés, avec des éducateurs qui ne sont plus respectés, qui ne sont plus en mesure de cadrer cette jeunesse. Donc c'est vraiment difficile. On avait fait un gros travail au mandat précédent, déjà pour avoir des lieux qui réunissent les jeunes de tous nos quartiers, qu'on ne soit plus avec des antennes jeunesse qui font une sorte d'assignation à résidence de notre jeunesse et qui peuvent créer, quand les jeunes grandissent, ces fameux conflits entre différents quartiers. On a voulu nous avoir un centre de loisirs unique pour rassembler les jeunes, quel que soit leur quartier, pour qu'ils ne résonnent plus entre quartiers, mais qu'ils résonnent au niveau de la ville. On est verriérois, on n'est plus seulement issus du Bois de l'Étang, d'Orly Park ou du village, on est tous ensemble. Cette unité, elle est essentielle à l'échelle d'une ville, elle est essentielle à l'échelle d'un pays, et c'est vraiment ce qu'on a fait, et là on continue de le faire avec l'IFEP, une association d'éducateurs spécialisés, avec également nos médiateurs, avec la police municipale qui est sur le qui-vive, avec nos clubs ados, qui a toute une équipe au service de la jeunesse pour essayer, bien évidemment, de leur proposer des temps en soirée, le week-end, voilà, et on va essayer effectivement de proposer des nouvelles initiatives et notamment d'être un peu plus présent dans les quartiers avec le sport, qui est un prétexte très utile pour ramener la jeunesse et les ramener ensuite dans nos structures. Là, on parle plus de la médiation. Est-ce qu'il y aura un volet plus sécuritaire aussi ? Bien sûr, on a la chance d'avoir une brigade canine avec une responsable de la police municipale qui est d'ailleurs une héroïne de la ville puisqu'elle a reçu la médaille du courage et du dévouement, comme 3 autres agents de la ville, des mains du préfet. Et effectivement, elle joue un rôle extraordinaire. C'est une police du quotidien, de proximité. C'est vrai que la compétence sécurité, elle incombe à l'État. Il ne faut pas qu'on marche sur ces plates-bandes, mais il faut qu'on soit en complémentarité sur les enlèvements de voitures ventouses, sur les actions de prévention devant les écoles, ou également sur la verbalisation des zones bleues pour protéger les places pour les habitants et éviter notamment que les usagers de la gare ne s'y stationnent de manière abusive. Et bien effectivement sur la sécurité, elle est performante. Et j'ajoute sur la vidéoprotection, on a un gros budget qui vient d'être voté là dans le budget pour lancer cette étude, et on va augmenter de manière très forte le nombre de nos caméras, et ça va être des caméras beaucoup plus performantes, dont certaines, notamment celles qui captent les plaques d'immatriculation, seront directement reliées au nouveau commissariat d'agglomération de Saint-Quentin, à Elancourt. Donc, bien évidemment, sur la sécurité, on va essayer de mettre le paquet avec les moyens du bord, mais on ne baisse pas les bras.
Alors vous parliez du budget, comme tous les maires nouvellement installés, c'est un des premiers gestes des élus. Alors que dit votre budget et qu'est-ce que ça va donner au niveau de votre mandat ? Alors que dit notre budget ? Eh bien que les moyens baissent de partout malheureusement. On vit un désengagement de l'État fort, avec en cascade des partenaires qui sont eux aussi en souffrance, le département, la région, l'agglomération de Saint-Quentin, qui de fait doivent aussi faire des économies, et donc nous on est dans la dernière petite poupée russe, la plus petite, la plus belle, bien évidemment, mais celle qui souffre le plus de ces désengagements en cascade. Et donc, il va falloir être très prudent pour l'avenir, notamment sur la masse salariale. Et on fait tout un travail fin pour essayer de mutualiser des postes à l'accueil, par exemple, de certaines structures ou dans les services, d'avoir une personne qui, le matin, peut s'occuper vraiment des finances, mais peut aussi être affectée au service technique pour gérer les factures. Bref, au lieu d'avoir 2 temps plein, d'avoir des postes plus polyvalents. Je pense que c'est la clé du succès pour traverser la tempête qui s'annonce. Est-ce que ça veut dire suppression de postes, départ d'agents ? Alors, les agents en retraite, effectivement, ça veut dire réorganisation. Comment faire différemment ? Fin de certains CDD, par exemple ou... Il faut effectivement qu'on ait cette marge de manœuvre. On ne peut pas titulariser tout le monde. Malheureusement, il faut qu'on garde un petit peu de souplesse. Donc il y a effectivement des contrats courts. Il y a aussi des possibilités de CDI, de plus en plus dans la fonction publique. On a bien évidemment nos agents titularisés. Mais il faut... Malheureusement, on est contraint de garder une petite marge de manœuvre pour jouer sur cette masse salariale, mais tout ça, en fait, doit se faire intelligemment. Tout cela se pense au niveau de l'organisation. Comment faire différemment ? Peut-être mieux, parce qu'on peut faire mieux avec moins, en réorganisant et en voyant les talents qui peuvent répondre aux objectifs des postes qu'on mettra en place. Au niveau des impôts locaux, qu'avez-vous annoncé à vos habitants ? Eh bien c'est simple, ça se résume en un chiffre, 0%. 0% d'augmentation, c'est un vrai engagement. On a réussi à l'atteindre déjà sur les 6 dernières années. On n'a pas augmenté le taux communal, on n'a pas augmenté nos impôts locaux et on aimerait vraiment poursuivre dans cette dynamique. Donc on va tout faire sur ce mandat pour essayer d'avoir cette stabilité fiscale. On a une baisse du pouvoir d'achat, on a une souffrance. Moi je vois une vraie paupérisation dans nos quartiers qui est très inquiétante et je tire d'ailleurs la sonnette d'alarme. Je vois même, le mot est fort, mais parfois une tiers-mondisation avec un changement de peuplement dans nos quartiers et on a tout un tas d'habitants qui sont là depuis très longtemps, de toutes origines, mais qui vivaient ensemble et qui voient une population avec d'autres modes de vie arriver et ça provoque une vraie souffrance. Et donc il faut à la fois dans le peuplement de nos quartiers qu'on soit très vigilant et qu'on préserve le pouvoir d'achat de ceux qui n'arrivent pas toujours à joindre les deux bouts. Et donc cette stabilité fiscale, elle est pour nous essentielle. Ça veut dire, parce que la mairie ne peut pas tout faire, ça veut dire peut-être à l'action sociale, des décisions fortes pour cette population ? Alors on est une ville qui fait énormément au niveau social et c'est un axe essentiel. On a le café des habitants une fois par mois pour permettre à nos habitants de rencontrer nos agents de manière conviviale. On a des ateliers numériques pour lutter contre cette fracture. On espère que l'État pourra maintenir les postes, mais... Force est de constater qu'ils sont menacés, malheureusement. On a le CCAS, la Caisse communale d'action sociale, pour un accompagnement individuel. Et on a des situations où vraiment on essaye d'accompagner nos habitants financièrement, de manière très concrète, en lien avec l'épicerie sociale, en lien avec les conseillères ou conseillers sociaux du département. Et puis on a un accompagnement collectif pour faire de nos centres sociaux des lieux du pouvoir d'agir. C'est à nos habitants de décider ce qu'ils ont envie de faire, ce à quoi ils aspirent. Pour nos seniors, c'est eux-mêmes qui déterminent leur lieu de destination, leur lieu de vacances. C'est eux-mêmes qui l'organisent en lien avec nos agents. Et ça donne, y compris pour les familles, une satisfaction extraordinaire d'être soi-même acteur de sa vie, de son changement quand il faut les opérer. Je pense aussi au café des habitants ou à la ludothèque sur la parentalité qui sont un thème essentiel. Comment responsabiliser nos parents, c'est très dur.
Moi, en tant que père de famille, je suis le premier à le savoir, et c'est vrai que d'être accompagné et d'avoir un partage de bonnes pratiques entre parents, c'est vraiment très précieux. Un autre sujet, la santé, qui semble, c'est sûr, depuis un moment, on l'a vu dans une enquête nationale, vraiment être très important pour les Français et chez vous. Vous êtes touché comme beaucoup par la désertification médicale. Que comptez-vous faire dans les 6 prochaines années pour essayer de pallier ce problème ? Alors déjà, on a le travail sur la mutuelle communale qui avance pour essayer d'offrir une protection en termes de santé au meilleur coût pour nos administrés. Donc le projet avance, et dans quelques semaines, on pourra faire une proposition à l'ensemble de nos habitants. Et en termes de semaines, vraiment, ça va être avant l'été ou à la rentrée? Je ne peux pas vous donner de date précise, mais on est vraiment sur le sujet, et on sera en mesure de faire une belle proposition aux habitants. Et puis sur les médecins, on fait notre possible pour en attirer. J'avais encore hier un rendez-vous à la MGEN, qui est un atout extraordinaire sur notre territoire, qui possède des locaux disponibles, qui possède de la balnéothérapie, des équipements pour les kinés. Et grâce à une habitante de la ville, je la cite parce que Alima Morin, grâce à elle, elle a mobilisé son réseau, et on a eu un médecin généraliste en rendez-vous hier, toute une équipe de kinés en lien avec la direction de la MGEN pour essayer de voir s'il peut y avoir du gagnant-gagnant, comment la MGEN peut louer ses locaux à des professionnels de santé qui bénéficieraient de tout ce que propose la MGEN, mais qui permettrait aussi d'accueillir une patientèle de la Verrière. Donc on est sur le coup, c'est pas facile, mais je suis persuadé qu'on va y arriver. Des locaux sur la Verrière ou sur le territoire? Voilà, en fait, il n'y a pas de besoin de construire une maison de santé. D'accord. C'était la proposition d'un des candidats, mais aujourd'hui, les locaux, en fait, il y en a à disposition. C'est les locaux de la MGEN qui disposent de locaux vacants. Ah, ok. Dans leur bureau, quoi. De possibilités de mise à disposition d'un certain nombre d'équipements à des horaires particuliers. Je pense à tout ce qui est balnéothérapie. Il y a toute une piscine, il y a toute une salle de sport, il y a toute une salle de basket, de fitness, à des fins médicales. Eh bien, la MGEN travaille avec nous sur une mise à disposition de leurs locaux à des professionnels de santé pour à la fois les patients de la MGEN, mais aussi pour une patientèle, nos habitants de la Verrière. Un autre projet structurant de votre mandat, c'est le projet Cœur de Ville. Oui. Vous avez stoppé le projet d'urbanisme de l'ancienne municipalité, vous nous aviez expliqué ça. Quel serait votre projet à vous? Et encore une fois, est-ce qu'il y a un calendrier? Alors le projet, il avance bien. On rame, mais dans la bonne direction. C'est déjà, c'est déjà du positif. Effectivement, on avait un projet précédent cubique, moderne, contemporain, froid, qui ne nous plaisait absolument pas. On a choisi un architecte qui s'appelle Xavier Boll, qui est le héros, on va dire, de cet urbanisme doux, traditionnel, qui essaye de s'ancrer dans un territoire pour y puiser ce qu'il y a de plus beau, qui s'inspire notamment du prince Charles en son temps, qui avait créé des villes nouvelles, Poundbury, et vous avez admiré le magnifique accent en Angleterre, qui sont des villes extraordinaires et qui donnent l'impression qu'elles ont toujours existé, qu'elles ont toujours été là. Là, le plan masse, comme on appelle ça, se termine avec dans Denis Forestier, qui est ces 6 hectares de cœur de ville, tout un projet avec une future école, avec une petite place conviviale, avec une offre commerciale, avec Intermarché qui serait amené à s'y installer également, à quitter leurs locaux actuels pour venir dans des nouveaux locaux un petit peu plus grands, un peu plus adaptés aussi en termes d'offres de parking, bref, avec une offre de la nature, avec une perspective sur le château. Donc les plans se terminent, il y a des enjeux financiers, pas faciles, puisque la ZAC, zone d'aménagement concerté, aujourd'hui est déficitaire. Ça coûte cher de faire des réseaux, des voiries, des équipements publics. Tout cela doit se faire avec un petit peu de densité, mais il faut savoir que quand on construit sur des terrains verts, il y a de la compensation. On paye très cher parce qu'on bâtit sur des espaces verts. Et donc parfois, ça coûte plus cher de vendre un terrain à un promoteur que de ne pas le vendre. Donc on est quand même dans un pays de fous, malheureusement. Donc voilà, et on espère un premier coup de pioche dans les prochaines années sur ce mandat pour avancer au plus vite, bien évidemment.
Au niveau du logement, vous souhaitez développer, vous l'aviez dit, le logement en accession à la propriété pour faire baisser la part de logement social, si j'ai bien compris. Est-ce que vous craignez pas que justement il y ait certains habitants qui puissent plus se loger ? Que l'équilibre ne se fasse pas vraiment bien ? Oui, moi je pense l'inverse, puisqu'en fait on ne détruit pas du logement social, on diversifie, ce qui est très différent. Donc certes, il y a 212 logements sociaux en moins au Bois de l'Étang, mais dans le futur cœur de ville, on va en reconstruire une partie, et quand on en détruit, on en reconstruit davantage à l'échelle du territoire. Donc le nombre de logements sociaux ne va pas diminuer. Par contre, on aura une ville beaucoup plus équilibrée. Le taux de logement social à Verrières, c'est 72%. Ça veut dire qu'on a 2 quartiers sociaux sur 3. Et pour une toute petite ville, on fait face à une concentration de difficultés sociales qu'on n'est pas en mesure d'affronter. Et du coup, s'il y a trop de difficultés sociales, on accompagne moins les gens. Et donc, il faut que chacun prenne sa part. Je pense que c'est plutôt du bon sens. La Verrière avait parfois l'image d'une ville sociale. Et donc il y avait d'autres villes qui envoyaient tout leur profil en difficulté sur la Verrière en disant allez à la Verrière, ils ont des logements. Et donc on faisait face au début du mandat à des gens qui arrivaient de plein de communes alentours, qui parfois nous mettaient devant le fait accompli, demandaient des logements. C'était impossible à gérer. Ça crée de l'inégalité, de l'injustice. Il y avait une dame, moi, qui dormait dans sa voiture. Elle me disait mais pourquoi eux ont eu un logement et pas moi ? En fait, il faut remettre du cadre. Et il faut remettre de la diversité, il faut qu'on diminue ce taux de logement social, comme dans toutes les autres villes, pour pouvoir mieux accompagner justement ceux qui bénéficient d'un logement social. Mais il n'y aura pas moins de logements sociaux à l'échelle du territoire, il y en aura plus. Parlons de l'agglo pour les quelques minutes qui nous restent. Nous avons un nouveau président qui a été élu à la tête de cette agglomération, Laurent Merker. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Eh bien écoutez, j'attends qu'il fasse avancer nos projets locaux. C'est ça, je pense, le rôle d'une intercommunalité. C'est vraiment d'être une plus-value pour accélérer des projets complexes locaux et notamment les projets d'aménagement. Et donc Laurent prend ses fonctions avec une méthode très horizontale en associant les maires. Et donc ça va bien évidemment dans le bon sens, mais si je devais lui formuler une attente, ça serait sur les bécanes, en lui disant qu'il faut qu'on accélère ce dossier. Les bécanes, donc la ZAC Gare-Bécane, le fameux dossier de Urbain, dont l'agglomération a la charge, et c'est vrai que il faut vraiment qu'on aboutisse, puisque c'est un souhait partagé, y compris par l'agglo, par la ville, mais là ça serait le vœu que je lui formule. Voilà, mais en tout cas un super président. Je rends aussi hommage à Jean-Michel Fourgousse qui a fait un excellent travail entre les Jeux Olympiques, le vaccinodrome, le commissariat d'agglomération. On a eu de très beaux dossiers qui ont pu se concrétiser, et donc je suis persuadé que Laurent sera tout aussi excellent. Vous avez été désigné vice-président. Alors là, vous avez la charge des mobilités durables. Oui. Vous étiez à l'emploi auparavant. Exactement. Ça fait un changement total. Oui. C'est peut-être une volonté d'ailleurs du président. C'est une très bonne chose de ne pas être propriétaire de sa délégation. Ça a été extraordinaire, cette délégation à l'emploi, notamment avec les missions locales. La mission locale qui accompagne les 16-25 ans, près de 4000 jeunes. Mission extraordinaire avec des équipes incroyables, avec des jeunes pas toujours évidents. Et donc là, avec la mobilité, eh bien, on va s'occuper de la réhabilitation d'un certain nombre de gares et puis de la micro-mobilité avec les pistes cyclables, les trottinettes électriques. Donc ça va être passionnant. Vous êtes l'une des villes les plus petites de l'agglo. Oui. Comment est-ce qu'on trouve sa place dans une telle intercommunalité ? Eh ben, on est une ville petite, mais forte en caractère et forte en identité et qui sait se faire entendre. On est une ville avec, comme je le disais, beaucoup d'atouts, beaucoup de talents, beaucoup de projets d'envergure, notamment en lien avec des gros financeurs extérieurs, je pense à l'État ou au département ou à la région. Qui vous suivent toujours, parce qu'on sait qu'il y a des baisses. Qui nous suivent, bien évidemment. L'école, le département jouent un rôle
extraordinaire dans son financement, à plus de 50%. L'accueil des enfants pendant le temps où l'école se reconstruit, la région nous aide énormément. L'agglomération joue un rôle extraordinaire. Donc je dirais qu'on a une petite ville, mais c'est hyper rare pour une si petite ville d'avoir autant de projets d'envergure. La gare, c'est des millions d'euros d'investissement. 13 millions pour le parking, 10 millions pour le parvis. Le carrefour de la Malmedonne à venir. Gare Bécane, c'est près de 1500 logements à venir. L'ANRU, c'est près de 60 millions d'investissements pour donner un second souffle à ce quartier. Donc on a des projets passionnants avec des partenaires qui nous apprécient, avec lesquels on a su nouer un lien de confiance et pour lequel il faut continuer à être très proche. Merci beaucoup. Nicolas Dainville d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous pouvez revoir ou réécouter cet hebdo politique sur nos sites, notamment radiosensation.fr. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel hebdo politique. Et en attendant, bonne semaine. Au revoir. L'hebdo politique.